Passer en classe supérieure avec 4 de moyenne au primaire et 9 au secondaire n'est plus d'actualité. Cette décision du ministère de l'Éducation nationale aurait permis aux élèves de conserver leur place dans les établissements scolaires. Une décision qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. En tout cas, les avis sont partagés. On ne peut pas en ce moment permettre à un enfant d'avoir 4 de moyenne pour la classe supérieure. Par le passé, c'était 5 sur 10 et au lieu de 4. Je pense que 4 sur 10, il y aura trop de laisser aller. Les exercices seront expédiés par des enfants. On ne peut pas permettre à un enfant au collège d'avoir 9 de moyenne pour la classe supérieure. Nous voulons un pays émergent. Donc un pays émergent, il faudrait que les 4 soient bien formés. Un enfant qui a peut-être 4 de moyenne, qui peut-être il sait lire un peu et puis il sait écrire, on peut le faire passer. Mais s'il n'a pas cette compétence, il est mieux que l'enfant reprenne la classe. Dans tous les cas, nous voulons que la moyenne de passage soit 5. À 5, comme ça permet, n'est-ce pas, de retrouver des élèves qui puissent, n'est-ce pas, s'intégrer dans la vie active, même au niveau de compétences qu'ils ont. Il peut passer avec 9 de moyenne en voyant qu'il ait des bases dans les matières essentielles, maths, histoire et français. Mais si c'est catastrophique que ça, moi je n'adhère pas avec ça. Parce qu'en fait, c'est pas si mauvais que ça de redoubler, de reprendre sa classe. C'est pour l'avenir en fait. Le redoublement, je pense que ça retarde en fait l'élève. Ça permet des gens de 18 ans de rester en classe. Selon moi, 9 de moyenne, c'est bon. L'idée est loin de séduire parents d'élèves et tout petits. On ne peut pas aller avec 4 de moyenne de classe supérieure. Parce que tu n'as pas bien travaillé. Moi, je crois qu'on doit aller avec 5 de moyenne ou 8 de moyenne. Pour moi, on doit passer en classe supérieure avec une moyenne de 5 sur 10. Mais si on a 4 sur 10, on ne peut pas passer en classe supérieure. Avec 4 de moyenne, on comprend que l'élève n'a pas suivi tous les cours, donc il doit redoubler. Moi, je ne suis pas d'accord que l'enfant passe avec 4 de moyenne en classe supérieure. Je préfère qu'il redouble pour mieux apprendre, c'est mieux. Au collège, je préfère que l'enfant n'a qu'à avoir 10 de moyenne. Parce qu'à 9 de moyenne, ce n'est pas normal. Faire passer l'enfant facilement, ce n'est pas bon. Arriver devant ça, le fatiguer. Des interviews accordées par le ministère de l'Éducation nationale à des confrères révèlent que la décision du ministère vise à réduire les dépenses de l'État. Les redoublements coûtent 87 milliards de francs CFA par an à l'État de Côte d'Ivoire. Finalement, un arrêté a été pris pour annuler la décision selon une source du ministère de l'Éducation nationale. En clair, pour passer en classe supérieure au primaire, la moyenne est toujours de 5 sur 10 et au secondaire de 10 sur 20. À une trentaine de kilomètres de Yamoussoukro, le village de Kossou, aujourd'hui chef-lieu de sous-préfecture. En bicyclette, à pied ou en taxi, les enfants des villages alentours y arrivent pour le collège. Un voyage harassant sur une route dégradée à l'extrême. Seul réconfort, la beauté de l'établissement et la proximité de l'école qu'ils fréquentent. Ça permet aux enfants de ne pas aller subir les souffrances de la ville, chercher des tuteurs en un point fini et qu'on n'en trouve pas. Les enfants sont délaissés à eux-mêmes. Un collège à proximité, c'est quelque chose de bien. Notre besoin, c'est la bibliothèque, la salle d'informatique. Les collèges de proximité nous arrangent. Vous voyez, si un enfant de Kossou doit se déplacer jusqu'à Yamoussoukro, vous voyez les frais de transport, les problèmes de logement. Donc nous avons souhaité et nous avons demandé des collèges de proximité. Le collège de Kossou est une réalisation du district autonome de Yamoussoukro. Plus de 400 millions de francs CFA y ont été investis, 5 logements sociaux en voie d'achèvement mis à la disposition du collège de Kossou. Une opération répétée dans le village de Fondi, où l'école primaire du village bénéficie de 2 logements de maîtres déjà achevés et occupés par les enseignants. Nous sommes 6 enseignants ici et les 6 vivent pratiquement en ville. Il a fallu que le district nous aide dans ce sens pour nous ouvrir 2 logements pour que moi, directeur, je puisse habiter ici avec un autre enseignant. Mais il reste encore 4 enseignants. À Labokro, 2 logements de maîtres sont également en construction. Leur achèvement est prévu pour la rentrée scolaire prochaine. Des actions noyées
dans le flot de demandes en logement des enseignants. Bon nombre d'enseignants sont obligés de vivre soit à Yamoussoukro pour revenir ici le matin, avoir cours à 7 heures. Vous voyez que c'est compliqué. Il y en a qui sont obligés de vivre à Boisflé pour arriver ici avant 7 heures pour faire les cours de 7 heures. C'est vraiment difficile. Une situation récurrente dans les localités qui composent le district autonome de Yamoussoukro. Je lance un appel aux cadres et aux populations qu'ils nous aident à les aider. Ce n'est pas en attendant tout du district. Ils peuvent initier une collecte, par exemple, en leur sein, réunir une certaine somme et nous pouvons venir en appui. Le domaine éducation a bénéficié de 21 projets totalement achevés, pour un montant global de 917 797 000 francs CFA entre 2011 et 2016, soit un peu plus de 23% du budget du district autonome de Yamoussoukro. Malgré tout ce qui a été fait, beaucoup reste encore à faire. Et le gouverneur Augustin Thiam sollicite la participation des populations. Les 18 655 candidats de la Direction régionale de l'éducation nationale de Daloa ont aussi mis le pied à l'étrier. Et pour se faire une idée nette du déroulement des épreuves, le DREN Adama Sekongo a visité certains centres qu'il a sous sa responsabilité. Accompagné du préfet des régions, la délégation a visité l'EPP Gobelé au quartier Soleil où ils ont lancé les premières épreuves de la journée. Le cap est mis sur le groupe scolaire Gonaté, situé à une vingtaine de kilomètres de Daloa. 2 centres d'un effectif de 618 candidats ont été visités. Les prétendants au CP et au concours d'entrée en 6e jugent les sujets abordables. Ce matin, nous avons fait l'épreuve d'exploitation et test. Et actuellement, on est sur éveil au milieu. Ces sujets sont très faciles. Je trouve les épreuves faciles. Je peux avoir l'entrée en 6e. Partout où le DREN est passé, il a encouragé les candidats à se concentrer et à travailler en toute quiétude. Les surveillants ont été également invités à la vigilance afin d'éviter les tricheries. Les résultats seront annoncés le lundi 17 juin. Après ses victoires sur ses voisins arabes lors des guerres des 6 jours et du Kippour, Israël doit admettre que la résistance palestinienne n'est pas morte, même si elle se manifeste de façon plus diffuse. L'État hébreu croit pouvoir l'anéantir en attaquant le 6 juin 1982 le Liban miné par de graves divisions internes liées à l'attitude à adopter face aux combattants palestiniens repliés dans le pays. Le 13 avril 1975, l'assassinat d'un garde du corps de Pierre Djemael, fondateur de milices maronites dans les années 30, met le feu aux poudres. En représailles, les phalangistes massacrent des Palestiniens dans un bus. Une véritable guerre civile commence dans ce pays qui avait été considéré pendant des années comme un modèle de cohabitation entre une myriade de communautés religieuses. Le gouvernement israélien du Menahem Begin voit dans la quasi-implosion du Liban une occasion d'en finir avec les combattants palestiniens qui y ont trouvé refuge. C'est ainsi que le 6 juin 1982, 60 000 soldats de Tsahal franchissent la frontière libanaise. L'opération Paix pour la Galilée, conçue et orchestrée par le général Ariel Sharon, ministre de la Défense et futur Premier ministre à l'époque, est officiellement motivée par le désir de neutraliser les batteries de l'OLP qui pilonnent de temps à autre le nord d'Israël. L'armée israélienne se lance dans une véritable invasion du Liban. En quelques jours, elle balaie l'armée nationale libanaise et détruit les bases de missiles soviétiques installées par les Syriens à l'est du pays. Elle arrive aux portes de Beyrouth. Le 1er août, l'assaut est donné à la capitale avec l'appui de l'aviation et des chars. Sharon veut déloger l'OLP des camps palestiniens installés à Beyrouth-Ouest, la partie musulmane de la ville. L'OLP et ses quelques 15 000 combattants sont contraints de quitter le Liban. Ses dirigeants, Yasser Arafat en tête, se replient sur Tunis le 30 août 1982. Mais l'État hébreu n'a pas de motif de triompher. Le départ des Palestiniens est contrebalancé par l'activisme du Hezbollah chiite guidé par son secrétaire général Hassan Nasrallah. Le 14 septembre 1982, 3 semaines après son élection, le président Béchir Djemael est assassiné par les opposants. Israël rompt alors le cessez-le-feu obtenu par les États-Unis et étend l'occupation de Beyrouth.
Tsahal laisse les phalangistes pénétrer dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila. Ceux-ci avaient reçu du président Gebael mission d'arrêter les militants palestiniens cachés dans les camps et de détruire leurs habitations. Mais sitôt connu l'assassinat du président, ils se déchaînent contre les réfugiés. Des centaines de personnes sont massacrées du 16 au 18 septembre.